Merci pour votre fidélité au programme de la 7TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, veille du deuxième passage du Premier ministre Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Il devra faire face aux députés demain pour répondre à des questions d'actualité, 10 plus précisément, dont 8 pour les députés de la majorité et 2 pour l'opposition. Une répartition qui pose problème à certains qui élèvent la voix pour une révision du règlement intérieur de l'hémicycle. Et puis de la maîtrise des dépenses publiques à l'accès à l'eau potable en passant par la souveraineté africaine et les relations avec la Gambie. Autant de questions ont été abordées hier en Conseil des ministres pour ce qui est du rapport de la Cour des comptes. D'ailleurs, le chef de l'État a recommandé la mise en place d'un programme pour l'exécution des recommandations. Et enfin, sécurité des combats de lutte. La décision du ministre de l'Intérieur de suspendre la couverture sécuritaire a fait effet. Des changements ont été annoncés par la CNG, dont l'organisation désormais des combats. Nous le verrons en fin de ce journal. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous l'annoncions tantôt, nous sommes à 24 heures du deuxième passage d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre répondra à diverses questions d'actualité, principalement 10 questions, 8 pour les députés du pouvoir et 2 pour l'opposition. Une répartition inégale d'après Maguetsen qui demande alors une révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Incident, le Premier ministre Ousmane Sonko doit répondre à plusieurs questions d'actualité lors de la séance demain à l'Assemblée nationale, initialement annoncée pour 9h. Finalement, la séance a été reportée à 16h. Cette séance qui marquera le deuxième passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, après sa déclaration de politique générale. La séance va donc tourner autour des préoccupations les plus urgentes des Sénégalais. Ousmane Ba. Le rapport définitif de la Cour des comptes publié récemment sera au cœur des débats. Les députés interrogeront Sonko sur les mesures prises pour corriger ces dysfonctionnements et rassurer les citoyens sur la transparence future. Le débat portera aussi sur la situation économique et sociale tendue, se manifestant par des grèves et tensions sociales. Le Premier ministre devra répondre sur les cas des syndicats qui réclament de meilleures conditions de travail et des grèves qui sont annoncées ou en cours dans plusieurs secteurs, ainsi que sur la réduction annoncée de certains salaires, une mesure controversée pour faire face aux difficultés économiques, critiquée pour son impact sur le pouvoir d'achat. Il sera aussi question du licenciement dans le secteur public, notamment au port autonome de Dakar, où des employés ont été licenciés massivement, suscitant des interrogations sur la politique de l'emploi, de la loi d'amnistie et de son abrogation. Un débat remis sur la table par le député Thierno Alassane Sall. Les parlementaires demanderont des clarifications sur la position du gouvernement concernant cette abrogation. Le débat tournera aussi autour des questions sectorielles telles que l'aquaculture et la pêche face à la baisse des captures de poissons et à l'immigration clandestine. Autour du recrutement d'ouvriers agricoles à cause des polémiques qui entourent les recrutements dans ce secteur. Le prix de l'électricité et l'exploitation des ressources, notamment l'impact de l'exploitation du pétrole et du gaz sur le quotidien des Sénégalais sera abordé. En tout, 10 questions sont prévues. Les 8 seront posées par le groupe parlementaire de la majorité, Pastef les Patriotes, une par Taku Wallu Sénégal et une par les non-inscrits. Seules les questions des présidents de groupes parlementaires exigeront une réponse obligatoire du Premier ministre, les autres pouvant être déléguées à des ministres. Cet exercice est perçu comme un test pour le Premier ministre afin d'évaluer sa capacité à incarner la rupture promise face à un contexte économique difficile et aux attentes populaires. En attendant, écho du Conseil des ministres d'hier en perspective du débat d'orientation budgétaire. Un projet de loi rectificatif des finances sera présenté. L'annonce justement a été faite hier en Conseil des ministres. En outre, le président de la République a recommandé au gouvernement de mettre en place un programme pour l'exécution des recommandations du rapport d'audit de la Cour des comptes. Lors de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, le président de la République a appelé à l'application des mesures conjoncturelles pour renforcer la résilience et la crédibilité du système économique et budgétaire sénégalais, et ce, après les analyses issues de l'audit des finances publiques.
Le chef de l'État exhorte le Premier ministre de proposer un chronogramme de mise en œuvre des recommandations du rapport de la Cour des comptes et un programme de maîtrise des dépenses publiques conforme aux impératifs socio-économiques édictés dans la vision 2050. Il s'agit également de la maîtrise des programmes budgétaires pour les 3 prochaines années, des dépenses fiscales et de la dette publique. À cet effet, le président Bassirou Diomaye Faye a demandé au ministre des Finances et du Budget, au ministre de l'Économie, de mettre en place un nouveau cadre organisationnel et de gestion de la dette publique. Le Premier ministre, en ce qui le concerne, veillera à la préparation par le ministre des Finances et du Budget d'un projet de loi rectificatif des finances en perspective du débat d'orientation budgétaire. Concernant le climat social, le président de la République a demandé au Premier ministre d'engager des concertations avec toutes les forces vives de la nation, les centrales syndicales, le secteur privé national et le patronat, avec comme ambition de trouver les consensus adaptés à la mise en œuvre du nouvel agenda de transformation de la gestion des finances publiques dans la solidarité et la protection sociale des couches vulnérables. Pendant ce temps, Ahmed Diallo critique la gestion du pays par le nouveau régime. L'acteur politique estime que les nouvelles autorités ont fait un faux départ sur un bon nombre de points avec des promesses non tenues. Selon lui, c'est ce départ raté qui est à l'origine de l'ébullition aujourd'hui du Front social. Le nouveau gouvernement a fait un faux départ quand on l'analyse dans l'angle des promesses non tenues déjà, sur l'appel à candidature, sur la sortie du président au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, sur la réduction drastique du train de vie de l'État. Sur tous ces éléments-là, ils pouvaient l'appliquer au premier jour de leur mandat. Rien ne leur empêchait de le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Si on considère les choix économiques, on considère que le budget 2025 voté ne suit pas cette logique de rupture. C'est une réplication des budgets que nous avons connus dans le passé, avec des choix de payer de la dette et de s'endetter davantage pour gérer le fonctionnement de l'État. Vous savez, les gens sont libres et indépendants. S'ils ne sont pas à l'aise, ils le réclament. On a vu les étudiants réclamer, on a vu les centrales syndicales, on a vu aussi les Jakartaman avant, on a vu les marchands ambulants avant. Ben, ça va continuer comme ça parce que les gens ne vont pas rester passifs, regarder le nouveau gouvernement dans l'opulence, vivre dans le luxe et en même temps refuser de satisfaire les doléances des populations. Les populations, ce qu'ils demandent, c'est d'agir en cohérence, que tout le monde fasse des efforts et que tous se mobilisent pour travailler pour le Sénégal. Et sur ce donc, le corps universitaire hausse le ton face au gouvernement. Ce mercredi en après-midi, le syndicat autonome de l'enseignement supérieur section UCAD est monté au créneau pour exiger la publication du décret consacrant le paiement de la pension de réversion, une revendication qui s'inscrit dans un ensemble plus large de doléances portées depuis longtemps par les enseignants du supérieur qui dénoncent un manque de considération de la part des autorités. La coordination du syndicat autonome de l'enseignement supérieur du campus universitaire de Dakar continue de réclamer le début du paiement des pensions de réversion. Il s'agit d'une allocation devant être versée aux familles des enseignants-chercheurs décédés. Un engagement, selon eux, pris par le gouvernement est déjà matérialisé à travers un décret. Notre décret a été signé le 28 février 2024. Ce qu'on demande au gouvernement, c'est la continuité de l'État. Que le décret ait disparu ou pas, nous, ça ne nous engage pas. Ce n'est pas de notre responsabilité, c'est de la responsabilité du gouvernement. Peu importe le changement de régime, le principe est là, et un principe sacro-saint, c'est la continuité de l'État. Autre revendication, c'est celle relative à la pension de retraite, dont le montant devait être rehaussé. Ce n'est pas en plus qu'on demande, ce n'est pas à l'État de payer en lieu et place. Nous travaillons, nous cotisons, on demande à l'État uniquement le respect du Code général de la pension civile et militaire au regard de nos cotisations et au regard de la loi. On ne commande pas, on ne demande pas la charité. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur avait décrété 2 jours de grève, un mouvement d'humeur tenu ces 18 et 19 février. Mais ces syndicalistes entendent poursuivre leur plan d'action tant qu'ils n'auront pas obtenu gain de cause.
Et on reste dans l'enseignement supérieur après le drame survenu à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. La question du mal-être estudiantin est au cœur des préoccupations, difficultés d'intégration, pression académique, isolement, autant de facteurs qui fragilisent ces jeunes et peuvent les plonger dans des états dépressifs. Comment y faire face? Des étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dans ce reportage ont témoigné. Un reportage signé Diombebaï Tamsir Kanji. Cet étudiant djiboussien en 3e année de médecine raconte ses débuts à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ses premiers jours dans un environnement où rien ne lui rappelait son pays d'origine. Tu vois les gens qui sont tous regroupés et toi tu es à l'écart, tu es seul. Même si que tu t'intègres, des gens là, ils parlent Wolof, ils parlent d'autres langues et là tu n'essayes pas de comprendre, tu fais des preuves, tu fais des efforts pour comprendre mais bon. Aujourd'hui, il a réussi son intégration. Il s'est même fait des amis. Mamadou Massou Ndiaye, étudiant en 2e année, avoue lui aussi avoir traversé une période de solitude dans ce temple du savoir. J'ai vécu un moment de solitude quand je suis venu à l'ESP en 1re année parce que je ne connaissais personne là-bas. Je venais juste d'intégrer et des fois, peut-être j'avais personne à qui parler. Mais après, je me suis familiarisé avec les gens. Ils ne sont pas les seuls à avoir vécu des moments de stress. Quasiment tous les étudiants sont passés par là. Ce trio vient d'arriver à l'UCAD. On n'a pas eu assez d'informations, on n'était pas assez préparé à ça. Forcément, c'est pas facile. Si tu es une personne timide comme moi ou bien associable un peu, c'est pas aussi évident. Nos interlocuteurs s'accordent tous à dire qu'il existe bien des facteurs dans la vie estudiantine qui peuvent conduire à la dépression, la perte de l'estime de soi. Avec les persécutions, avec les étudiants entre eux, ils se blaguent et ils se moquent des physiques des autres ou de leur mentalité, alors que chaque personne est unique. Il peut penser à sa façon et on doit respecter sa manière de penser. Il y a beaucoup d'étudiants seuls et ce qu'il faut, il est préférable d'aller les voir, d'aller les aider s'ils ont des difficultés, pour avoir une aide émotionnelle. La lettre de Matar Diagne, l'étudiant de l'UGB qui s'est donné la mort par pendaison, montre à quel point il est difficile de vivre esseulé dans un milieu aussi singulier tel que l'université. Sur un autre registre à présent, le projet de modernisation de la décharge de Mbebes continue de susciter des inquiétudes. Lors d'une projection de film, la parole a été donnée aux récupérateurs du site. Ces derniers craignent que la modernisation annoncée en 2021 par l'ancien régime ne se traduise par leur mise au chômage. Une projection de film sur le métier de récupérateur qui met en lumière la complexité de la situation en Mbebes. L'objectif est de stigmatiser le métier mais aussi de pousser les citoyens à une prise de conscience de la situation des travailleurs. Le film vient à son heure parce que les récupérateurs traversent une période très difficile concernant le projet Promojet. Et ceci va montrer en face du monde que les récupérateurs sont utiles dans cette société-là. Durant mes collaborations avec les récupérateurs, qu'on a pensé à faire un film pour accéder à une plus grande audience. Ils sont exposés à tous les risques au quotidien, un problème respiratoire, malformation, la qualité de l'air, autant de risques qu'ils encourent au quotidien. Il n'y a aucun de nos dirigeants ou bien de l'État qui nous ont promis quelque chose concernant notre santé. C'est à nous de prendre soin de notre propre santé. Avec notre coopération, notre association. Néanmoins, le site est menacé avec le nouveau projet de modernisation annoncé par l'État du Sénégal en 2021. Beaucoup de récupérateurs risquent de perdre leur emploi. On n'est pas contre le projet Promojet. C'est un projet qui a amené beaucoup d'inquiétudes au sein des récupérateurs. Et moi, je pense qu'avec l'État actuel, ils vont penser à autre chose que de détruire ces milieux de travailleurs qui sont ici. Nulle part, on ne doit refuser le développement. Il faut lui donner un autre aspect esthétique, économique. L'association Bokk Jom, en collaboration avec l'ONG Uego, qui continue de mettre en lumière la situation des récupérateurs en Mbebes, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.
Très rapidement, une note de nécrologie. El Hadj Elimandour, père du chanteur Youssou N'Dour, a rendu de son dernier souffle hier soir à l'hôpital principal de Dakar à l'âge de 98 ans. Il faut noter que la levée de corps suivie de l'inhumation a lieu ce jeudi. Dans le sport à présent, désormais, plusieurs changements vont être observés dans l'organisation des combats de lutte passant sur la billetterie et l'horaire des combats. Selon Moustapha Kandji, porte-parole du CNG, l'instance a décidé de siffler les combats préliminaires à partir de 16h30. Le grand combat débutera à 19h. Le CNG va désormais faire un suivi minutieux de la billetterie. Il n'autorisera plus les promoteurs à produire plus de 22 000 billets. Cette décision vise à éviter le surnombre et les accidents liés à l'affluence dans l'arène. Les face-à-face sous tension également visés. Il est interdit désormais aux lutteurs de se faire accompagner par d'autres lutteurs pour éviter les bagarres et les débordements. Justement, cette décision, toujours du ministère de l'Intérieur, les acteurs de la lutte ont du mal à avaler la suspension de la couverture sécuritaire des combats de lutte. Le président de l'amicale des amateurs de lutte, Doudou Diane Diéko, pointe du doigt les manquements de l'actuel comité de gestion de la lutte. D'autres appellent plutôt à des concertations. La pilule est dure à avaler. La lutte, c'est un grenier d'emploi. Donc moi, j'étais très surpris et je ne vois pas pourquoi on prend telle décision. Les acteurs de la lutte ont été surpris par cette décision, notamment les promoteurs. Et pourtant, de fins observateurs l'avaient vu venir. C'est le cas de Abdoulaye Dembélé. Il y a une réalité qui se passe dans la lutte. Et cela n'est pas respecté. On va imputer la responsabilité aux responsables de la lutte, notamment le CNG, mais surtout aux promoteurs et autres acteurs. Un raisonnement appuyé par l'ancien conseiller de l'actuel président du Conseil national de gestion de la lutte, Doudou Diane Diéko, critique de la nouvelle direction. Sous Birassène, ils avaient accordé leur violon avec les différentes autorités concernées. Mais cette nouvelle direction a failli. La décision actée, Doudou Diane Diéko et compagnie prêchent une période de grâce avant que des concertations soient ouvertes. Nous prions le ministre de revenir sur sa décision, le temps de terminer les jafis phares avant le ramadan. Qui voient le monde de la lutte, discuter avec eux, trouver des solutions. Les autres lutteurs doivent s'inspirer de leurs camarades qui sensibilisent leurs supporters. Bien qu'ils aient à l'unanimité décrié les violences répétitives, les acteurs fulminent les stéréotypes liés à leur domaine. Pour eux, le football local et la politique surtout causent plus de tort aux populations. Toujours sur cette question, suspendre la couverture sécuritaire des combats de lutte, une décision qui trouve écho favorable auprès des riverains. Si certains saluent la fermeté du ministère de l'Intérieur, d'autres appellent à des assises pour repenser la sécurité autour de cette discipline et éviter d'en faire un foyer de violence incontrôlée. Les riverains de l'arène nationale ont toujours une peur bleue à chaque organisation de combat de lutte. Ils en ont marre aujourd'hui. Lamb musul am ba jeex té ñun jankarlo wuñ ak ay jafé-jafé yu metti. Nous ne sommes pas tranquilles à chaque organisation de combat. Nous qui sommes aux alentours, nous sommes vraiment fatigués. Il y a toujours des agressions, des vols à l'arraché. Aujourd'hui, nous n'avons pas. La décision du ministre de l'Intérieur de suspendre la couverture sécuritaire jusqu'à nouvel ordre, cette riveraine magnifie la décision. Je suis d'accord avec le ministre parce qu'il y a trop de violence dans notre secteur. Il y a trop de violence. Je suis tout cœur avec le ministre. Il doit prendre toutes les mesures nécessaires. Ceci lui emboîte le pas. Dans ce sens-là que le ministre de l'Intérieur pourra sécuriser le périmètre qui concerne peut-être le déplacement des lutteurs. Mais quand on arrête un itinéraire pour un lutteur, le lutteur prend un autre itinéraire pour des raisons que nous ne savons pas. Ça aussi, je pense que ça ne peut pas faciliter la sécurité. Pour ce riverain, il faut tenir des assises pour trouver des solutions concrètes à tous ces maux qui portent préjudice. Effectivement, on doit organiser des assises de la lutte pour trouver une solution. On n'a pas dit de fermer l'arène définitivement, mais on doit organiser
des assises de lamb pour quand même faire à ce que pour il n'y aura pas de mort quoi, dans l'arène. Parce que trop, c'est trop. Pour rappel, un mort d'homme, des vols à l'arraché suivis d'agressions ont été enregistrés lors du combat opposant Ama Baldé à Franc. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les promesses de dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux font la une de certains journaux par ce jeudi. Le Soleil annonce que le 27 février est la date retenue pour un premier tour de table entre les deux parties. Le Premier ministre Ousmane Sonko considérant que ce sera le point de départ d'un dialogue inclusif, franc et patriotique avec les syndicats, les organisations d'employeurs et la société civile. Les différentes institutions et la République, les dirigeants d'entreprises vont également prendre part aux discussions, de même que des organismes nationaux, des associations et des amicales sont le Soleil. Diomaye appelle au dialogue, affiche ça le quotidien. Le journal évoque une situation économique morose. Le président de la République a demandé au Premier ministre de tenir des concertations avec tous les acteurs sociaux. L'AS lui indique que la société sénégalaise en chute. Le journal en veut pour preuve les cas de suicide, de soupçons, de détournement, de deniers publics et des cas de meurtre. Le journal Enquête note que les syndicats exigent un partage équitable de l'effort face aux réformes d'austérité annoncées. Il y a aussi que l'absence de concertation renforce les tensions, pointe le journal. La crise de confiance s'installe, titre Enquête. L'info lui rapporte que le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a instruit le Premier ministre d'engager la concertation et de trouver le consensus adapté. Dans cette perspective, le rendez-vous du 27 février prochain entre le gouvernement et les partenaires sociaux s'annonce comme une rencontre cruciale. Wolf Quotidien lui s'intéresse à la plénière de l'Assemblée nationale devant être consacrée à des questions d'actualité vendredi. Sonko refait le compte, lit-on à la une du journal. Le journal affirme que des députés passifs offrent au Premier ministre Ousmane Sonko une tribune pour qu'il annonce des mesures conservatoires et correctives et pour les personnes incriminées par le rapport. L'Observateur lui ouvre avec le décès de l'âge Elimandour, père de la star sénégalaise Youssou Ndour à 98 ans. Un saï s'en va, titre l'Observateur. Tribune, titre Youssou Ndour a perdu son père Elimandour. Réumi Quotidien lui aussi écrit que Youssou perd son père après avoir perdu son ami Jimmy Mbaye il y a quelques jours. Libération lui fait état de trafic de drogue sur l'axe Dakar-Rabat. Locretis casse la filière des micro-ondes, selon le journal Libération. Un GP qui a trouvé que son client veut acheminer un micro-ondes au Sénégal a démontré l'appareil dans lequel était planqué 1 kilo de hashish. 2 arrestations opérées à Rebeuss et à la Médina sont Libération. En sport, Vox Populi annonce que le CNG a pris d'autres dispositions pour sauver la lutte sénégalaise. Mais la Commission des droits de l'homme est pour une suspension provisoire. Record lui parle du match amical entre le Sénégal et l'Angleterre déjà ficelé et prévu le 10 juin prochain. Un remake Twitter Record. Bonne lecture. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi à 14h. Comme toujours, vous avez le Wolof. Merci et bonne suite de programme sur la 7 TV.